Les amis, bienvenue dans Croyance. Ce soir, je suis à Paris avec un invité spécial. On va l'appeler le M pour ce soir. Et cet invité, ça me tenait à cœur de venir l'interviewer et lui poser des questions parce que c'est un entrepreneur que je connais depuis des années, qui m'inspire beaucoup, mais qui reste dans l'ombre. Et c'est une personne, en fait, qui a pas du tout pris le parti du digital, de se montrer sur les réseaux sociaux, de créer une chaîne YouTube ou autre. Et pourtant, il fait partie des nombreux entrepreneurs qu'il y a aussi comme ça, qui réussissent sans forcément se montrer et qui arrivent à créer des entreprises à millions. Et ce soir, il m'a accordé un moment privilégié. On est dans un super restaurant. Il y a peut-être un petit peu de bruit autour de nous. Donc on va essayer de faire en sorte que le son soit le mieux possible. Mais en tout cas, cette soirée, je tenais à la faire avec lui parce que son parcours est inspirant. Et on va pouvoir justement aller dans le détail avec lui et vous verrez pas son visage parce qu'il veut absolument garder l'anonymat dessus, mais par contre je vais le cuisiner et je vais surtout lui parler de ses croyances et voir qu'est-ce qui le drive encore aujourd'hui à faire ce qu'il fait. Les amis, on est parti. Le M, bonsoir. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi. Je suis vraiment très content et surtout très honoré parce que je sais que tu prends pas souvent de temps pour parler de ce que tu fais, même si on se connaît depuis longtemps. Moi, j'aimerais en savoir plus sur toi, ton parcours, et que tu nous refasses un peu le chemin depuis tes débuts, tes jeunes années, et commence là où tu veux. Mais ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui drive tes croyances à toujours aller chercher plus, parce que depuis que je te connais, t'es un performeur, t'es un mec qui veut toujours plus. Donc, raconte-nous, c'est quoi ton histoire? Le M, à toi de jouer. Bonsoir Mehmet, déjà merci à toi. Merci de ce repas parce que l'objectif c'était de manger tranquillement ensemble. Mais c'est un plaisir de partager un moment intime avec toi et qu'on partage nos croyances. Et si ça peut aider ou ouvrir des canaux à certains et à certaines, comme je dis souvent, welcome. Donc moi je me présente, le M pour ce soir. J'ai 38 ans, entrepreneur depuis plus d'une quinzaine d'années. Je vais essayer d'expliquer mon humble parcours. J'ai commencé à travailler à 18 ans. J'ai arrêté l'école très tôt. L'école me plaisait pas particulièrement. J'avais l'impression vraiment que je perdais mon temps et j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Du coup, j'ai travaillé assez rapidement. J'ai commencé en tant que livreur. Je livrais le Parisien à 4h du matin dans les boîtes aux lettres. Je pense que ça existe encore. Il y a certaines personnes qui aiment avoir encore leur journal. Et après, j'allais nettoyer des imprimantes de 9h jusqu'à 17h. Donc j'ai fait ça pendant une bonne année. Donc j'avais de travail. Par la suite, je suis passé commercial. Bon là, je me suis découvert un réel talent. J'aime bien rigoler, j'aime bien tchatcher, j'aime bien apprendre, j'aime bien ne pas avoir de limites. Donc c'est quelque chose qui me correspondait. Et aussi, je veux aller à chaque fois très vite, parfois trop vite. Donc au bout d'1 an, je suis passé responsable d'agence et j'ai choisi de monter ma propre structure dans le bâtiment avec un associé. Donc on travaillait dans tout ce qui était l'ouverture et la fermeture de l'habitat. Cette société a duré 1 an et demi. Maintenant, les points très importants de cette structure, c'est que les bureaux ils étaient dans ma chambre. Donc tous les fournisseurs, comme on devait faire des commandes, nous, la plupart des chantiers qu'on vendait, ils étaient entre 5 à 50 000 euros. Donc, il fallait avoir la marchandise. Autant vous dire qu'on n'avait pas la trésorerie, même si nos familles pouvaient nous aider, mais c'était très, très juste pour nous. Du coup, il fallait demander des ouvertures de lignes de crédit chez des fournisseurs, ce qui se faisait très peu à l'époque. On a réussi à convaincre certains fournisseurs et ce rendez-vous se faisait dans une chambre, dans un quartier en banlieue. Donc, pas de croyance sur ça. Maintenant, pour être validé et bien vu, on avait fait un beau site internet et j'avais fait aussi un beau bouquin de présentation. Donc ça, c'était important pour les fournisseurs et aussi pour les clients. Donc on a commencé comme ça et ça a très bien marché pendant 1 an. Et le dernier fait important de cette société, c'est que comme toute chose, il y a un début, il y a une fin et c'était notre premier bébé. Donc on a mis beaucoup de cœur. Et avec mon associé, on a dû mettre 6 mois avant de se dire faut qu'on ferme parce qu'on tourne plus trop. Et on n'avait pas l'énergie de se le dire ou sinon le côté émotionnel avait pris le dessus. Donc ça, c'était vraiment sympa. Donc on a beaucoup appris. Par la suite, je suis reparti en tant que salarié, où là, je suis passé responsable, directeur d'agence. À ce moment-là, je suis resté pas mal de temps et après, j'étais, on va dire, un surfeur. Quand je dis surfeur, quand il y a des vagues à prendre, je vais les prendre avec des associés. Et par exemple, on a commencé à Uber très tôt. Donc, on avait une trentaine de chauffeurs sur la région parisienne. Par la même occasion, je me suis penché sur le domaine des auto-écoles, sur la sécurité routière. Et après, sur le domaine de la formation aussi. Je peux expliquer encore plein de choses, mais j'ai pas l'habitude pour les interviews. C'est exceptionnel, donc je vais te laisser poser les questions. Oui, je sais que tu n'as pas trop l'habitude de tout ça. Mais là, ce qui m'interpelle déjà, c'est la facilité avec laquelle tu arrives à trouver des associés, parce que dans le milieu entrepreneurial, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que pour trouver un associé, il faut vraiment déjà lui faire confiance, avoir les mêmes idées, etc. Comment tu fais pour choisir tes associations? Et surtout, comme tu disais tout à l'heure, quand il faut arriver à la fin, comment tu fais pour mettre fin à une association? Ça, c'est un vrai sujet, parce que dans l'entrepreneuriat, surtout des entrepreneurs digitaux que j'accompagne aujourd'hui,
il y a beaucoup de friction quand il y a des divergences de points de vue, etc. Et là-dessus, moi, je suis très curieux de savoir justement comment tu as fait. Déjà, la première association ou toute autre association que tu as eue, comment tu les gères et comment tu les sélectionnes et puis comment tu les termines. Sujet très intéressant, très long. Va falloir 4 autres restaurants, je pense, pour en parler. L'association, comme j'étais très jeune, les premières associations, elles se font d'un point de vue amical et émotionnel. Ça part tout le temps de là. Donc, à aucun moment, on va mettre le cadre. Surtout sur une première société, on va pas commencer à parler comme des défaitistes. C'était la mentalité de l'époque. Ouais, si on se sépare, X ou Y, l'objectif, c'est, il n'y a pas de vol, on a envie de sortir d'où on est, on a envie de level up. Fin. Donc, il n'y a pas de choix, c'est juste la partie psychologique et la vision de la vie. J'ai envie de m'en sortir. Et ben, je crois qu'on va s'en sortir nous deux. Viens, on se tient la main pour ce chemin-là. Maintenant, on grandit dans une association. Chacun a des envies personnelles, familiales et aussi financières. Et ça, on peut pas en vouloir à l'un et l'autre de changer sur ça. C'est pour ça que maintenant, une association, avec le recul, ça doit être... on doit regarder plusieurs points. Les compétences d'abord, parce qu'il y a que ça de vrai. La plupart des associations, quand on voyait que ça se passe mal, c'est des amis qui sont associés. Mais on peut rester amis sans s'associer. Donc ça, c'est très important de faire la différence. Les compétences, la façon de voir la vie, les valeurs, le côté loyal, très important. Et rien n'empêche de ce que je conseille à tout le monde maintenant, c'est rédiger un pacte d'associés. Pacte d'associés moral, dans un premier temps. Un pacte d'associés moral, c'est on va expliquer sa carte du monde sur un papier, ses peurs, ses croyances. Parce qu'une association, c'est comme un mariage. Si un associé vient avec des traumatismes, il va bousiller la boîte, il va bousiller l'autre associé, et il peut bousiller les salariés. Donc s'il n'a pas fait comme quand vous rencontrez une femme, si elle n'a pas réglé tous ses traumas, ou nous-mêmes, si on n'a pas réglé nos traumas, ça peut aller très loin. D'accord ? Pacte d'associé moral, donc ça c'est en tant qu'homme, en tant que femme, le mettre noir sur blanc. Et après le pacte juridique, très important, où là il y a des avocats. Il se peut qu'il y en a un, parfois il change. La vie elle est faite comme ça. On peut pas lui en vouloir. Ou même nous, moi je peux changer aussi. On va pas mettre la faute sur l'autre. Tout le temps regarder d'abord sa propre responsabilité avant de juger l'autre. Donc ça c'est la base pour moi, d'accord ? Et aussi, dernier tips que je peux vous proposer dans un pacte d'associés, c'est de mettre de manière trimestrielle une réunion entre vous. Vous allez mettre certains points en avant. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire la première chose, on continue ensemble, on souhaite vendre, tu souhaites partir de la boîte. Et ça, le faire environ tous les 4 mois, tous les 6 mois. Ça se trouve qu'il y en a un, par exemple, il a envie de changer de pays. Il a plus l'énergie. Et si l'autre associé il s'est tué pendant 4 ans de sa vie, on va peut-être lui en vouloir que non, tu dois rester. Il y en a un qui veut se marier. Il y en a un qui en a marre, qui veut aller faire un autre business. Et en fait, tout ça, ça permet de mettre les choses noir sur blanc et ne pas avoir des ambiguïtés. Donc voilà sur les associations et après c'est des choix psychologiques plutôt qu'on fait, je pense, au début. Super, merci pour le détail. Effectivement, tous ces points sont extrêmement importants. Alors j'aime bien aussi le côté valeur, la loyauté, parce que c'est quand même ça qui compte en fait dans le business. Quand on se met avec quelqu'un. Et en tout cas, pour moi, c'est une valeur importante. Là, du coup, maintenant que tu nous as répondu sur les associations, là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quelle est l'entreprise que tu as le plus poussée en termes de croissance. C'était quoi le plus gros chiffre que tu as fait en termes de chiffre d'affaires, sans donner de détails? En termes de croissance, une société que j'ai le plus poussée, on est arrivé à environ 7 millions annuels. D'accord ? Mais aussi bizarre que ça peut être, c'est pas la société qu'on a plus poussée qui a fait ce chiffre-là. On a poussé une autre société qui a dû faire 2 millions. Maintenant, comme vous le savez, le chiffre d'affaires, ça veut rien dire, faut regarder les marges. Mais oui, celle où on a plus poussé, on a donné de l'énergie, ouais, on est monté à presque 3 millions. Et celle qui a fait 7 millions, c'était pas... Pourtant, on n'avait pas mis l'envie et l'énergie. Donc parfois, on choisit pas. Et à partir de là, qu'est-ce qui te pousse toujours à performer plus, à aller chercher plus ? C'est quoi l'état d'esprit que tu as pour pousser la croissance ? Moi, je suis dans le kiff. Je suis un kiffeur, je suis animé par le challenge, c'est ça qui me maintient. Ça veut dire que quand il y a un business ou mettre quelque chose en place dans une structure, une fois que c'est fait, je regarde pas le chiffre d'affaires, je me sens un peu lassé et j'ai envie d'aller plus loin, savoir si on peut améliorer. C'est ça qui va me stimuler, la remise en question et expérimenter. Le kiff en fait, expérimenter. L'échec, très important. Il n'y aura pas de boîte... si, ma première boîte que je vous expliquais tout à l'heure quand j'étais jeune, c'était normalement The Boîte Réussite, c'est la première, du coup, elle doit me durer toute ma vie, et le site internet, je l'ai fait moi-même, j'ai tout fait, donc c'est elle qui doit tout miser. Et en fait, non, on donne, échec, on refait derrière, complètement. On ne s'arrête jamais, quoi qu'il se passe. On va avoir des échecs encore demain, et l'échec, croyez-moi, c'est un diplôme. Vous avez sûrement entendu cette phrase, qui peut faire un peu du style mindset et autres, mais c'est la réalité des choses. Je fais, j'avance, je rate, je réessaye. Je fais, j'avance, je rate, je réessaye. Toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux qui nous parlent de leur réussite, où vous voyez qu'ils ont monté un business à 10, 20, 30, 50 millions, et c'est énorme pour eux, ils ont claqué 15 boîtes avant. Sauf qu'ils vont pas le mettre sur Instagram. C'est tout.
Est-ce que vous voyez des gens qui se mettent en pyjama sur Instagram? Non, ils vont mettre que les vacances. Et là, c'est la même chose. L'échec, pour moi, la vraie valeur, elle est là. Qu'est-ce qui fait que malgré les échecs, tu t'es jamais arrêté? Comment tu nourris cet état d'esprit, justement? Cet état d'esprit du mec, il échoue, il réessaye, il recommence et il s'arrête jamais, en fait. Comment tu cultives ça? L'échec, il fait du mal, il remet en question, mais c'est excitant de repartir. C'est tout, on se relève. Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Et si vous remarquez, depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé d'euros ou de finances. Mes associés pourront vous le dire, j'ai jamais eu accès au compte bancaire. Tant que j'ai ma liberté financière, j'ai jamais regardé les comptes. À pas faire, c'est mauvais conseil. Concernant l'échec, moi, ce qui est intéressant d'un point de vue familial, j'ai été éduqué que par ma grand-mère. Donc j'ai beaucoup de tontons, de tatas dans ma famille. Et quand je leur expliquais que je voulais me lancer, chacun ses croyances et leur carte du monde. Et en voulant me protéger, faut que tu restes salarié. En fait, ils faisaient de la projection avec leur peur. Et c'est ok, on peut pas leur en vouloir, il n'y a pas de souci. Quand on est plus jeune, c'est un peu plus dur à accepter. Et en fait, ma grand-mère, depuis tout petit, elle m'appelle champion. Donc je pense que ça a beaucoup travaillé en moi. Et à chaque fois que je lui disais que j'ai un projet, ce qui est intéressant, ma grand-mère, je peux lui dire, je me mets dans l'immobilier, ou je vais faire des yachts, ou je vais faire les poubelles, ou je vais créer des camions poubelles. Elle m'a tout le temps dit, vas-y, essaye, c'est bien. Si t'as besoin de moi, je suis là. Elle sait pas lire, elle sait pas écrire. Donc en fait, il y a une personne devant moi qui vient du pays et qui m'a tout le temps dit, faut aller de l'avant. On est qui pour pas se relever? Et surtout, ce qui fait peur pour finaliser l'essence, c'est ce qu'il y a de pire, c'est le regret. Je vous promets, ça reste toute une vie. Un échec, c'est cool. Ils font mal. On va en rigoler 2 ans plus tard et les échecs vont vous ouvrir des portes inestimables. Derrière un échec, il y a des portes que vous connaissez pas. Et c'est la plupart, vous regardez tous les entrepreneurs, tous les échecs qu'ils ont eus, ça leur a mis sur une porte. Ils vont vous dire tout le temps la même chose. Je suis allé dans ce business parce que je me suis cassé les dents là-bas. Si je me serais pas cassé les dents, je serais pas allé là. Mais c'est le regret, ne pas se relever. Du coup, ça nous amène à une autre question, puisque l'échec, effectivement, ça peut amener des regrets, mais derrière, si on se relève vite comme tu l'as fait, derrière, ça peut engendrer de nouvelles opportunités, de nouvelles sociétés et de nouvelles visions pour l'avenir. Quand tu regardes l'état de la France et de l'entrepreneuriat aujourd'hui, ta vision du futur, c'est quoi par rapport justement à ce milieu entrepreneurial et peut-être aussi à comment toi, tu vois l'avenir pour toi? C'est à ce moment-là que cacher mon visage prend tout son sens. L'avenir entrepreneurial en France, très compliqué d'un point de vue imposition, fiscalité. Pour moi, payer des impôts, c'est complètement OK. Mais l'argent qu'on gagne, c'est pour dépenser dans le pays. Mais maintenant, quand vous prenez un salarié, on va lui faire une fiche de paye à 2000 € net. D'accord? Sur ces 2000 € net, ça va nous revenir à 4000 € presque. Sur ces 2000 € net, dites-vous que le salarié, il va perdre 1 mois d'impôt. Donc, il va avoir... sur ces 24 000, il va lui rester que 20 000 ou 22 000. Derrière, sur un pouvoir d'achat, vous le retirez 20% de TVA. Et derrière, sur l'impôt qui est déguisé, qui est très bien fait depuis de nombreuses années, l'inflation, qui est d'environ entre 5 à 8% réellement chaque année. Donc, ce qui veut dire qu'un patron qui va débourser 4 000 € pour son salarié, le salarié a un pouvoir d'achat à la fin de 2003-2004. Et ça, c'est un gros problème pour l'économie. Après, il y a la question de management aussi. En France, c'est devenu très, très compliqué. Et il y a beaucoup de pays émergents, l'Asie, l'Afrique, qui proposent les mêmes services maintenant. On peut se digitaliser très vite. Et on peut gérer à distance. Et la pression aussi de toutes les règles. Vous prenez les règles du droit du travail en France et que ce soit comme un pays de la Suisse, il y a un écart de 800 ou 900 pages. Ce qui est important pour les entrepreneurs, c'est d'être dans leur zone de génie. Il faut nous laisser dans la zone de génie. Il ne faut pas nous rajouter des choses. 90% des entrepreneurs, ils vont vous dire, je passe mon temps, les avocats, les courriers prud'hommes, une remarque, je dois la faire comme ça, je peux pas la faire comme ça. Et à la fin, son business, il est complètement délaissé. Et c'est moi, pour ma part, je vais parler en jeu, pas en on, mais... Moi, c'est pas ma zone de génie, je suis là pour développer, geeker, aider mes équipes, les comprendre, faire du bon recrutement. Mais si 80% de mon temps se transforme à faire de l'audit, du management, ou même faire du travail comptable, parce que les comptables aussi, il y a beaucoup de choses, c'est du bullshit. Est-ce que ça va changer? Je sais pas. Je prendrai pas ce flambeau pour changer. Si on veut du changement, faut prendre ses bagages et partir, ou bien s'entourer des meilleurs. Mais pour s'entourer des meilleurs, faut avoir beaucoup d'échecs. Avant. Beaucoup d'échecs et être stratégique justement sur tout ce qui se passe au niveau fiscalité. Effectivement, la France reste quand même un pays complexe au niveau fiscalité. Là, j'aimerais te poser une question sur les défis et les challenges que tu as relevés. Est-ce que tu saurais nous dire un exemple dans les entreprises ou les dernières que tu as eues, un exemple qui t'a vraiment challengé à mort et sur lequel tu as beaucoup appris sur toi? Il y a plusieurs choses qui m'ont challengé, comme tout entrepreneur, à différents niveaux. Mais la réalité, je pense, c'est le côté émotionnel. Quand tout le monde vous lâche, les coups de crasse, le vol, le mensonge, la loyauté, tout ça, vous voyez des choses et ça vous impacte. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas de se dire oui, il ou elle a fait ci ou a fait ça, c'est regarder encore une fois sa responsabilité. Comment ça se fait que je me suis retrouvé
à m'associer ou à recruter ce type de personnes? C'est ça qu'il faut interroger. Et après, oui, bien sûr, ça travaille, mais ça ouvre des portes, en fait. Ça ouvre des portes. On me l'a appris, cette phrase. Je l'ai un peu remixé à ma manière, mais chaque échec est une opportunité de grandeur. Et on l'accueille avec un grand welcome. Sur le coup, ça fait mal, comme tout le monde. Mais poser la question, chaque douleur qu'on a eue dans notre vie, entrepreneuriale, sentimentale, familiale, 2-3 ans plus tard, on est tellement heureux que ça nous soit arrivé. Vraiment. On se dit, mais quelle chance. Il m'a volé, elle m'a volé, il m'a trompé, il m'a ci, il m'a ça, mais heureusement. Je me suis séparé, je suis allé sur un autre business. Il m'a fait ça et j'ai rencontré un autre homme. Ou elle, c'est que du bon. Faut prendre de la hauteur, même si ça nous challenge. Parfait. Et du coup, maintenant qu'on a le compte, tu as réussi à retrouver sur ton téléphone la citation dont tu voulais nous parler. Je te laisse le mot de la fin avec cette citation. Même une horloge cassée donne 2 fois la bonne heure par jour. Celle-là, elle est intéressante sur les associations. Le premier regard est toujours le bon, surtout quand c'est le mauvais. Celle-là, faut la travailler, les gars. Celle-là, faut prendre les pots de corne, faut se poser tranquille. On a parlé pas mal de valeurs, de loyauté. Je vois que tu as mis un doigt sur ce sujet qui est très intéressant. Et pour le coup, je suis content parce qu'on n'a pas parlé d'argent, mais en vrai de mai. Et l'entrepreneuriat, c'est l'argent qui vient à toi. Donc ça, c'est important. C'est comme un chat, tu le cours après et il va partir. Donc faut vibrer de cette manière. Merci Mehmet pour cet exercice qui n'était pas du tout prévu. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je reste très discret et aucun jugement pour ceux qui fassent voir leur visage. Juste pour ce sujet-là, pour moi, que je vous explique pourquoi. Pour moi, si on montre son visage, c'est qu'il y a un branding, il y a quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Et après, il y a l'autre côté. Parfois, il y en a qui ont besoin de réconforter leur ego et de montrer leur visage. Et il y a aucun jugement, c'est leur ligne de temps actuelle. Et ça se respecte et j'adhère complètement. Moi, c'est juste avec mon expérience de vie et ça se trouve que demain, je mettrai à fond ma tête sur les réseaux avec plein de voyages, plein de meufs, ou bien je serai en claquette au bord d'une plage avec des moines Shaolin, on sait pas. Chacun sa ligne de temps et tout est respectable et c'est ok. Merci à toi Mehmet pour ce partage. Le M, merci beaucoup. C'était non seulement instructif mais inspirant et je sais que c'est pas facile comme exercice pour toi donc merci pour ce temps. Et du coup, j'allais dire où est-ce qu'on peut te retrouver mais personne pourra te retrouver vu que tu veux rester anonyme. Du coup, si vous posez des questions en commentaire les amis, il les verra et ce sera sur la chaîne YouTube. Le mot de la fin, là il y a beaucoup de dirigeants du digital qui nous écoutent. Toi, tu as plutôt créé des business dans le dur, c'est-à-dire des business en réel. Ce serait quoi le conseil que tu peux donner avec toute l'expérience que tu as accumulée aujourd'hui pour quelqu'un qui se dit, en fait, tu vois, qui a une entreprise mais plutôt digitale et qui a cette envie de croissance comme toi tu l'as eu? Question très complexe, mon cher Mehmet. Encore une fois, je vais te mettre un avis Google avec une étoile. Ça devient trop dur pour moi. Là, c'est des choix propres à chacun et chacune. Chacun a son moteur. Derrière chaque entrepreneur, il y a une histoire qui se cache. Il y a une motivation enfouie. Ça peut venir des parents, ça peut venir d'une situation, ça peut venir d'un mal-être, ça peut venir de tellement de choses. Maintenant, moi, à mon humble avis, regardez ce qui vous met en joie et en paix dans votre cœur de manière la plus profonde. Si c'est pour faire 6 millions et avoir un cancer et pas avoir d'amis, c'est nul. Ça n'a pas de sens. Donc, faites-vous kiffer, montez en compétences évidemment, l'apprentissage, bien s'entourer et se connaître. Et surtout, la partie psychologique en vrai de vrai. Mieux vous vous connaissez, mieux vous vibrez et mieux vous pourrez être entouré de personnes qui vibrent comme vous. Et après, les choses, elles viendront elles-mêmes. Comme je vous l'ai dit, il y a des business que j'ai extrêmement poussé, avec des associés aussi. On s'est donné corps et âme, qui ont eu des résultats, et d'autres, on a moins poussé, c'est venu comme ça. Donc, on fait les causes, on donne, et après, les choses, elles viennent. Voilà les amis, vous avez eu l'interview complète d'un entrepreneur de l'ombre, mais qui fait de l'argent et qui a beaucoup d'entreprises. Évidemment, on peut pas donner trop de détails parce qu'il continue à faire des choses encore à côté, et le M, il nous a donné vraiment le nectar de ce qu'il anime. Et moi, la corrélation que je vois avec tous les entrepreneurs du digital que j'accompagne aujourd'hui, c'est cette envie d'aller vers ce qui leur donne une raison en fait d'avancer, du sens et du kiff. Et je crois que si on devait garder juste une dernière chose de cette interview ce soir, c'est vraiment que plus ça a du sens et c'est connecté à des choses profondes en vous et des choses sacrées pour vous, plus l'envie d'avancer sera là plus longtemps et sur tout ce que vous entreprendrez. Donc continuez à garder ça et j'espère que cette interview vous aura plu. On se retrouve pour le prochain épisode sur Croyance. À très vite les amis.